L'avenir est-il dans la diversité des pratiques agricoles? C'est le thème de cette émission, enregistrée ici en direct, donc depuis le parc des expositions de Villepinte, dans le cadre du CIMA. Alors, pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Sylvain Delzon. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE. À vos côtés, Frédéric Angevin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ingénieur de recherche en agronomie à l'INRAE aussi. Juste en face de vous, Stéphane Chapuis. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Responsable du service donc agro, tech à la FNCUMA, la Fédération nationale des CUMA. Voilà, et juste à vos côtés, François Doisy, directeur général de Waterstadt France. Bonjour Oui, François. bonjour. Et merci d'être parmi vous. Ici, grâce à Christian Huyghe, qui va co-animer avec moi toute cette série d'émissions, et notamment cette première. Vous êtes directeur scientifique agriculture à l'INRAE, et je vous demande de poser peut-être les bases de ce débat. Les termes du débat. Merci Jean-Paul. Donc d'abord, merci à vous d'être là pour partager ces réflexions et vos analyses. En fait, autour de cette question de la diversité des agricultures, et l'avenir est-il dans cette question-là, on pourrait se dire que la diversification, elle pourrait apparaître à certains comme une forme d'anachronisme, puisque on est parti de configurations et de pratiques culturelles très diversifiées pour arriver progressivement au cours des décennies à des systèmes de plus en plus simplifiés, dans une logique de recherche d'économie d'échelle, et ça a été particulièrement marqué dans les systèmes de grande culture, ce qui s'est accompagné d'une augmentation de la taille des parcelles agricoles, de la taille des exploitations agricoles, et donc globalement de systèmes de paysages agricoles beaucoup plus homogènes et voire beaucoup plus ouverts, et dont d'ailleurs une partie du monde agricole est partie, et du monde rural est partie aussi. Mais de la même façon que ça a évolué dans ce sens-là, on connaît aussi aujourd'hui, et plus personne ne les conteste, les limites de ce système-là. Une limite économique d'abord parce qu'il y a une augmentation de l'exposition à des aléas climatiques, aléas de marché, ainsi tout est concentré sur un très très petit nombre de productions. Aussi, ce que l'on voit et qui est clairement documenté, c'est une baisse très forte des régulations biologiques dans ces systèmes de culture. Et donc ça conduit mécaniquement à une dépendance accrue aux pesticides. Et puis ce que l'on voit dans ces paysages-là, c'est une baisse de biodiversité dans ces paysages. Et donc, ce que l'on voit au travers des agroéquipements qui sont présentés sur ce salon international, c'est une tendance qui s'inverse, en particulier grâce aux avancées dans le domaine des agroéquipements, ce qui peut contribuer à plus de résilience économique et plus de bénéfices environnementaux. Et donc, Jean-Paul, si vous en êtes d'accord, on va échanger autour de deux voies vers cette diversité vue comme un avenir de l'agriculture. D'abord, d'une part, les semis en association, avec combinant plusieurs espèces différentes, même si ça c'est déjà très pratiqué en production fourragère et depuis très longtemps avec des évolutions des cadres réglementaires dès 2004. C'est encore assez nouveau dans grandes cultures, quand ces grandes cultures sont destinées à la production de grains, mais on va voir, et en particulier avec François Doisy, tout ce qui est offert dans cette transition-là. Et puis, on va aussi regarder on propose d'analyser une autre mobilisation d'une diversification qui est à la fois dans l'espace et dans le temps, qui est le relais cropping. Donc nos intervenants vont décrire beaucoup plus précisément comment cela fonctionne. Mais si on voulait faire un résumé en deux mots, il s'agit de semer la culture suivante longtemps avant la récolte de la culture précédente. Et donc on maximise les interactions entre les plantes et en particulier entre les espèces. Et en particulier la plante qui va être récoltée la première, elle sert d'ombrelle et de parapluie à la nouvelle contre les aléas. Et donc, comment on organise ça? Ça va être les termes du débat. Et Jean-Paul, je vous repasse la parole pour animer ces échanges. Merci Christian, on a tout ce qu'il faut maintenant pour bien échanger, bien débattre. Peut-être Frédéric, avec vous. Vous avez participé à un programme européen qui vise justement à étudier un peu l'évolution des différentes pratiques agricoles. Quels ont été les facteurs déclenchants justement pour ces agriculteurs qui souhaitaient changer de pratique? Donc, c'était le programme européen Divers Impact et nous avions 25 cas d'études partout en Europe. Et donc il y avait une grande variété de motivations pour diversifier. Donc ça pouvait être des problèmes de régulation d'adventices en augmentant la longueur des rotations par exemple. Ça pouvait être aussi un désir d'autonomie protéique. Et donc avec des collaborations avec des céréaliers et des éleveurs qui font des échanges.
Et on a eu aussi la réponse à une demande sociétale, notamment dans un cas au Royaume-Uni, où il y avait une demande de la part d'une ville de devenir autonome pour les céréales, les protéagineux pour l'alimentation humaine. Donc on voit, il y a une grande diversité en fait de la demande et il y a aussi une grande diversité des solutions. Et à l'inverse, il y avait des freins, je suppose. Oui, il y a des freins qui ont été évoqués aussi par Christian. C'est la grande spécialisation qui s'est mise en place pendant des années, fait que quand on veut recultiver des cultures qu'on appelle mineures ou qui n'avaient pas la place des grandes cultures, on va avoir des problèmes d'abord de choix de semences. On a aussi perdu de la technique, que ce soit chez les agriculteurs comme chez les conseillers. Et après, même si on produit ces plantes, il faut pouvoir trouver un débouché et qu'il y ait l'aspect logistique, que ce soit dans la coopérative ou même après au niveau de l'industrie alimentaire, pour pouvoir traiter ces petites filières. On voit bien qu'on a avancé, on a été assez loin, et puis maintenant il faut peut-être un peu reculer, c'est ça ? C'est comme ça que vous l'interprétez ? Disons qu'il faut se réorganiser et pas réfléchir uniquement au niveau de sa parcelle, mais bien que l'ensemble de la chaîne de valeur réfléchisse ensemble pour que ça puisse fonctionner. Et ça veut dire aussi, comme je vous l'ai dit, il y a des problèmes techniques, et les problèmes techniques, c'est aussi des problèmes de matériel. Allons-y, les matériels, justement. Est-ce que vous avez été trop loin dans la spécialisation ? Alors, c'est une bonne transition, le matériel. Juste un petit point sur le thème du débat. Je pense que déjà, démarrer un débat en se posant la question montre qu'il y a un intérêt et qu'il y a des pratiques qui doivent évoluer et qui évoluent. Donc déjà, je pense que ça, c'est un bon premier point. Alors, nous, Waderstad, on est constructeur de matériel agricole suédois. Alors, en fait, la Suède, c'est un pays nordique qui utilise la fertilisation azotée depuis très très longtemps, de manière différente des autres pays. Donc les premiers essais qui ont été faits sur le positionnement de la fertilisation, par exemple, ça a été fait en 1962. Sur le positionnement de la fertilisation par rapport au semis. Et ça, en fait, ça a permis à l'usine de travailler sur différents modes de culture, différents modes de gestion de la fertilisation et de manière générale autre chose entre les graines de la culture principale. Donc, grâce à nos outils qui, au départ, ont été développés pour la fertilisation, on a beaucoup de clients qui se sont essayés à faire autre chose. Alors, ça a été dans un premier temps différentes associations, comme on va pouvoir l'avoir sur le colza, avec des associations en févrole, en lentilles ou autres. Et aujourd'hui, c'est des gens qui vont à l'étape d'après, à se dire est-ce que je peux aller encore plus loin sur le fait de semer deux types de cultures avec des dates de récolte différentes ou l'une après l'autre pour répondre à des problématiques qui sont ponctuelles, mais avec une vision sur le long terme de je limite les risques en ayant des cultures différentes à des stades différents au fur et à mesure de l'année. Et donc maintenant, quand on est dans un secteur avec on va dire une insécurité au niveau climatique, parce qu'on a quand même des aléas de plus en plus forts, avoir éventuellement des cultures qui ne seront pas au maximum de leur potentiel, mais qui de ce fait sont plus résistantes à des aléas ponctuels, feront qu'elles résisteront mieux et qu'on aura in fine une meilleure santé économique de l'exploitation. Alors Waderstad a développé beaucoup de machines spécifiques. Donc aujourd'hui, on a un ProSeed, le semoir ProSeed qui a été nominé aux Awards. Qui en fait permet qui a même été décoré. Qui a même été décoré, tout à fait. Et nominé bravo. Et décoré, merci beaucoup. Et donc l'idée, c'est d'avoir une machine qui puisse répondre à la demande de différents types de fermes, dans différents types d'itinéraires, avec différents types de cultures. Un semoir universel. Un semoir universel. Alors on pourrait dire que quand on sait tout faire, on ne fait pas tout bien. Bon, c'est pas tout à fait le cas, il y a quand même des choses qu'on fait bien, mais trêve de plaisanterie, il y a beaucoup de réglages qui sont faits différemment et d'équipements qui sont prévus pour avoir différents types de résultats. Mais l'idée, c'était surtout de se dire que l'agriculteur, demain, peut avoir une machine qui répond à différents besoins, différents types de semences, différents types de graines, et de se dire, tiens, cette année, étant donné les conditions climatiques, je veux peut-être semer 20 hectares de haricots parce que j'ai un contrat, et ma machine peut le permettre. Donc, en plus du fait, je n'ai pas d'investissement particulier, je vais pouvoir optimiser l'utilisation de ma machine, optimiser ma culture, casser la rotation, éventuellement pour gérer des problèmes d'adventice, gérer des problèmes de repousse ou autre. Et donc c'est une solution qui lui est offerte à lui. Mais François, honnêtement, est-ce que les constructeurs sont en avance ou en retard par rapport à l'évolution des pratiques ? Est-ce que vous courez après le vélo ou vous êtes vraiment sur le vélo ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on a un gros avantage aujourd'hui chez nous, mais c'est d'avoir des partenaires clients agriculteurs qui ont des sacrées idées.
Et ça nous permet d'avancer rapidement dans les essais, dans les tests, d'avoir des retours d'expérience. Parce que quelque part, un agriculteur va avoir réellement un champ complet d'essais, alors que nous, on va faire éventuellement dans certains pays à certaines périodes. Donc on aura vraiment un recul beaucoup plus important. Et ça nous permet par exemple de dire que le relais cropping dont on va parler après, il y a un concept qui est très intéressant, qui est potentiellement très éventuellement lucratif, mais où il y a aussi des freins et où il y a aussi des contre-performances. Et se dire que le système peut évoluer, on a des opportunités, mais peut-être que ce n'est pas le meilleur système absolu. Le dernier point, en termes d'expérience, on est une marque qui lançons souvent des nouveaux concepts en partenariat avec nos clients agriculteurs. L'idée, c'est toujours d'avoir un concept qui fasse avancer les techniques culturelles. Alors, on n'a pas la prétention de dire qu'on fait avancer tout le monde, mais c'est vraiment ce partenariat avec les gens qui sont sur le terrain qui font. Moi, je pars du principe que celui qui fait, il sait. Et donc, c'est lui qui va vraiment permettre de faire avancer les choses. Donc, en soi, je pense qu'au niveau du vélo, on a deux sur la selle. Et une fois, c'est un qui pédale, une fois, c'est l'autre qui pédale. Les pays du Nord sont plutôt en avance sur tout ce qui est culture associée quand même, par rapport à la France. Ouais, les pays du Nord sont assez en avance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des conditions climatiques particulières qui fait qu'ils ont dû s'adapter, qui ont dû adapter leur culture et adapter leur méthode. Chose où aujourd'hui, c'est peut-être un peu extrémiste, mais on est dans un secteur en France où on a un climat qui est beaucoup plus tempéré, qui est beaucoup plus simple entre guillemets, et qui fait qu'on a peut-être moins d'obligations d'évoluer. C'est plus vraiment le cas, il y a des accidents climatiques de plus en plus fréquents et on est obligé, avec les réglementations sur l'irrigation, sur beaucoup de choses, de faire évoluer le système pour avoir un système qui devienne rentable pour la ferme française. Stéphane Chapuis, semer plusieurs graines à la fois en même temps, tout ça c'est compliqué. On est en train de tout complexifier. Même si on parle de simplification, on va vers la complexité à l'inverse ? On va vers la diversité. Maintenant, est-ce que c'est de la complexité ? Je ne sais pas. C'est pas forcément sur le semis que c'est le plus compliqué. Il y a déjà des semoirs en parc qui ont plusieurs doseurs, plusieurs trémies. On peut les positionner plus ou moins profondément en surface, etc. Et c'est pas forcément l'enjeu du semis qui est le plus complexe, à mon avis, c'est après dans l'itinéraire culturel. Comment on fait un désherbage mécanique ou alternatif si possible dans des cultures associées, parce que de toute façon, ayant deux espèces, on réduit encore le scope possible de la chimie. Ce n'est pas l'objectif d'une association culturelle que de remobiliser de la chimie. Comment on fait de la récolte différenciée, potentiellement en même temps ou alors à deux périodes différentes, mais à ce moment-là, il ne faut pas détruire la culture qu'on a implantée pour la suite. Comment on gère cette récolte et il y a la question des chaînes de valeur qui ont déjà été citées. Donc ça soulève autant de questions. Côté FNCuba, nous, on va s'intéresser plus fortement à ce sujet-là dans les prochaines années, parce qu'on vient de démarrer avec l'INRAE et le CIRAD un projet européen, Intercrop Value, qui s'intéresse justement à la gestion du relais cropping ou des plants de campagne et aux chaînes de valeur qui vont avec. Alors, donc encore beaucoup de chemin à faire. Mais il y a des marges de progrès, parce que c'est vrai, il y a quelques années, les organismes stockeurs disaient non, on ne peut pas avoir plusieurs cultures à la fois. Enfin, c'était impensable. On voit qu'aujourd'hui, c'est possible. Les constructeurs, des fois, ils ont freiné aussi. Je ne veux pas dire ça pour François, mais il y a eu des freins. C'est vrai. Ils ont répondu à leurs clients. Enfin, le métier d'un producteur qui s'adresse à un client, c'est de répondre à son client. Enfin, les agriculteurs ne les demandaient pas. Les moissonneuses batteuses, on ne sait pas récolter. On fait la recherche quand même pour ce qui va se passer 5 ans, 10 ans après. Donc dans les bureaux d'études, quand même, il faut un peu d'anticipation. Je tire un peu le trait. J'essayais de défendre mon voisin. Non, mais s'ils sont au rendez-vous, c'est parce qu'ils ont anticipé quand même. Mais je vois aucune moissonneuse batteuse capable de récolter plusieurs choses à la fois. Et ben non, là, il va peut-être falloir reconcevoir des agroéquipements, pas les faire évoluer, pas les faire gagner en autonomie, en débit, comme on l'a connu depuis 25 ou 30 ans. Il y a peut-être de nouvelles machines à inventer, il y a peut-être des transferts technologiques à imaginer ou des usages dérivés de matériel. J'ai vu ce matin, chez un constructeur qui d'ailleurs n'est même pas implanté en France, une bineuse à fraises rotatives en interrang. C'est un truc qu'on ne connaissait pas. Bah moi, je le vois vachement bien dans un système en relay cropping, parce qu'on est capable de faire une bande travaillée entre deux passages d'une culture semée en ligne, avec une préparation de sol qui va quasiment être équivalente à ce qu'on connaît aujourd'hui dans une préparation en plein. Donc il y a peut-être à détourner des choses qui existent déjà ailleurs. On en parle du relais cropping et justement on a un spécialiste, ça tombe bien. Sylvain, le relais cropping, il faut bien réexpliquer même si on en a un petit peu parlé. Comment ça se passe ? Donc le relais cropping, pour prendre un exemple simple, c'est lorsqu'on sème une culture de printemps dans une céréale d'hiver qui a été implantée 6 mois plus tôt. Et donc on implante cette culture de printemps, par exemple début mai, à l'épiaison du blé ou de l'orge. Et donc on vient implanter cette culture de printemps. Généralement, les essais, c'est du soja, du sorgho, du maïs.
dans un interrang qui est laissé libre préalablement. Donc il faut avoir anticipé dès le semis d'automne, donc c'est-à-dire en ce moment, il faut avoir laissé certains interrangs libres. Donc j'imagine que Waterstadt arrive à fermer des rangs de... C'est pas un souci. Voilà. Donc généralement on fait 2 rangs sur 4 ou si on est très ambitieux on peut réduire l'interrang. Ça dépend un petit peu, on a parlé du climat, si on se trouve dans le nord de la France où on favorise plutôt la céréale d'hiver, où on ne veut pas impacter le rendement, ou si on se trouve dans le sud de la France où là par contre l'or vert c'est plutôt le soja. Et dans ces cas-là il faut plutôt écarter pour laisser la place du soja pour qu'il y ait plus de lumière. On impacte un peu plus le rendement de la céréale d'hiver mais on préserve le rendement du soja. Et l'objectif de nos tests, c'est de voir si ce qu'on appelle le Land Equivalent Ratio, donc le LER, c'est-à-dire quand on somme les 2 rendements, est-ce qu'il est bien supérieur à un rendement en monoculture ou un rendement entre monoculture et dérobé. Parce qu'on fait des comparaisons où on fait un blé et un dérobé de soja qui est très très difficile à mener au bout parce qu'on le moissonne très très tard avec beaucoup d'humidité. Et donc le relais cropping permet de semer 2 mois en avance. Et toute la difficulté, c'est alors le semis d'une part, mais c'est surtout la récolte pour ne pas endommager le soja lorsqu'on récolte la céréale. Et la réponse est positive. La somme des 2 rendements est meilleure que quand même... La somme des 2 rendements est largement meilleure que la monoculture. En général, on perd entre 15 et 18% sur le rendement du blé, selon les années. En semant que 65% de la densité, 50% de la surface, mais 65% de la densité. Et en soja, alors cette année est une année très particulière, on n'a pas encore tous les résultats, mais cette année, ça sera pas très très bon avec la sécheresse qu'on a vécue cet été. Mais généralement, on a une chute de 25% sur la récolte du soja. Donc si on somme les deux, on a un rendement supérieur à la monoculture, oui. Stéphane, quand vos agriculteurs adhérents de CUMA entendent qu'on va se compliquer la vie à faire ça, Non, ça les effraie pas. ça les effraie pas? Non. Alors, je ne veux pas dire que l'intégralité des agriculteurs en CUMA demain se met dans le relay cropping, mais on a quand même des démarches de progrès dans les groupes. Avec, il suffit d'un agriculteur qui va s'intéresser, qui va peut-être rencontrer quelqu'un dans le tour de table à l'occasion du CIMA et qui va revenir dans son groupe dire écoutez, on prend un hectare, on essaye. Qu'est-ce qu'on risque sur un hectare à essayer à 8 ou 10 dans une CUMA? Rien. Enfin, finalement, c'est le budget R&D de l'exploitation. Voilà. J'ai rencontré un agriculteur dans une CUMA qui m'a dit mais à l'échelle de notre CUMA, on a pris 2% de notre SAU et c'est notre surface de R&D. Tout ce qu'on demande, c'est de récupérer l'équivalent de la semence. Mais il y a des agriculteurs qui sont prêts à expérimenter, à innover. Il leur faut un peu d'accompagnement, il leur faut un peu de méthode, de structure. C'est ce qu'on essaye de leur apporter, c'est ce que les instituts techniques et les organismes de recherche essayent d'apporter. Mais il y a des gens qui sont prêts à innover. Et justement, Frédéric, est-ce que vous avez vu que l'accompagnement a évolué? C'est-à-dire les techniciens, le développement agricole a justement évolué pour être capable d'accompagner? Clairement, là, dans le programme européen, donc on était dans une phase de co-innovation. C'est-à-dire que on n'était pas dans du conseil qui venait vous voyez, on était vraiment dans une animation pour analyser les besoins des agriculteurs, pour trouver des solutions techniques, pour les tester, justement pour les mettre en place, pour bien analyser les résultats, mais réfléchir aussi à tout ce qui était freins et leviers autour, sur la commercialisation, sur la recherche de semences. Donc il y avait vraiment une approche globale et une approche qui était vraiment en lien direct tout le temps avec les agriculteurs. On n'était pas dans du conseil strict, on était vraiment dans la construction de quelque chose en commun. Le relais cropping, il faut être réaliste, c'est epsilon des agriculteurs, c'est très peu. Oui, je dirais qu'il y a une dizaine d'agriculteurs en France qui se sont essayés ou qui essaient actuellement, en lien ou pas avec nous, parce que nous on travaille avec 4 fermes, donc dans le nord de la France, en Gironde, dans le Lot-et-Garonne. On fait des essais nous-mêmes aussi, pour tester nous-mêmes si on arrive bien à semer ou pas, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne donne pas juste les graines et on dit voilà, il faut semer dans l'interrang. On essaie de le faire nous-mêmes pour voir la faisabilité. La première étape, c'était de tester la faisabilité technique. Et donc finalement, semer dans un interrang, avec maintenant les outils qui existent, c'est relativement simple, je dirais. Il n'y a pas vraiment de technicité. Il faut juste bien calculer son espacement et les voies de tracteur dès le départ. Voilà, il faut pas se lancer le jour même, il faut avoir anticipé. Par contre, c'est la récolte qui est un petit peu plus complexe et où là encore, il y a du travail un petit peu pour améliorer. Et les pistes, c'est quoi pour la récolte? Alors pour la récolte, on utilise donc avec la société Flexifinger des sortes de doigts qui viennent rabaisser le soja lorsqu'on récolte la céréale. Et donc ça évite de les couper.
Donc ça marche très très bien maintenant. Par contre, il faudrait des outils soit qui ne soient pas lourds, mais on le voit sur le salon, ça ne va pas forcément dans cette direction, ou alors des roues jumelées qui enjambent les rangs, mais en Europe, on n'est pas vraiment doté de ce genre de moissonneuse-batteuse. Et des robots. Alors voilà, donc ça, ce sera la prochaine étape. Donc il faudrait qu'il y ait des robots. Alors pour semer, ça me paraît encore plus facile, des robots qui viennent semer. Et récolter également, oui, par exemple, avec des chenilles étroites et un engin qui soit inférieur à 2 tonnes, par exemple, permettrait de ne pas tasser le sol. Si on s'intéresse au... Pardon, Stéphane. Je ne suis pas forcément d'accord sur la robotique. On sait que l'une des limites de la robotique, c'est tout ce qui touche aux flux entrants et sortants. C'est-à-dire emmener des effluents dans une parcelle ou récolter dans une parcelle et sortir la récolte, c'est quand même pas évident. Il faut aborder la question du dimensionnement des matériels, reconcevoir des matériels qui sont adaptés à ce type de pratique. Mais ça peut Qu'ils faire soient les robotisés constructeurs, ou ça. pas, c'est même pas le débat encore. C'est de se dire, voilà, il y a une nouvelle pratique qui est en train d'émerger, qui est de la culture en bande étroite. Ça nécessite de reconcevoir mécaniquement des machines. C'est juste qu'on n'a plus l'habitude de le faire. Enfin, j'insiste là-dessus. François, des On n'a plus matériels l'habitude de plus le faire. petits, plus légers, plus simples, moins chers. Vous savez faire? Alors, c'est un peu compliqué tout ça, mais on peut faire du matériel différent. Moi, je voudrais juste rebondir sur différents freins. Je pense que le monde agricole aujourd'hui, il est c'est un nouveau paradigme qui s'ouvre. Historiquement, on était quand même très orienté sur la culture classique, avec un peu l'itinéraire papa, j'exagère, mais on suivait les méthodes habituelles. Et ça, avec les nouvelles générations, c'est vraiment quelque chose qui change complètement. Et aujourd'hui, il y a une prise de risque qui est faite, alors ponctuellement, ça dépend des secteurs, mais les gens osent essayer des nouvelles technologies et des nouveaux itinéraires culturels. Donc je pense que ça, c'est un gros point de la réussite, notamment du relais cropping. Alors je ne sais pas si dans tous les cas ça fonctionnera, mais vraiment cette prise de risque, pour moi, elle est réellement nouvelle, enfin c'est depuis quelques années, et avec d'autres challenges par rapport à la décarbonisation, etc. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors faire des machines plus légères, oui, on peut faire. Après, il faut les vendre aussi. Et là, notre clientèle aujourd'hui, elle n'est pas encore trop réceptive aux petites machines. Alors je plaisante parce qu'on est vers leur stade, on est un peu étiqueté grosse machine. Haut de gamme. Voilà, haut de gamme. Alors, haut de gamme dans le sens premium parce qu'on a une exigence sur la qualité de la fabrication. Mais l'idée, c'est surtout d'avoir des machines qui correspondent à une nouvelle orientation, des nouvelles méthodes culturelles. Donc, c'est pas tant, on va dire, la taille de la machine, c'est réellement dire qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui en termes de technologie qui puisse construire l'agriculture de demain. Et c'est relativement facile de faire un nouveau déchômeur. Bon, il y a des choses qui sont très simples, mais dire telle machine apportera réellement plus de souplesse, plus de possibilités, de nouveaux horizons sur les méthodes culturelles, ça c'est beaucoup plus compliqué à percevoir et c'est plus compliqué à produire. Après, sur le dimensionnement des machines, je voudrais juste rajouter, c'est vrai qu'il y a quand même une grande question sur la taille des machines. Aujourd'hui, il y a des tendances à aller beaucoup plus larges et d'autres tendances à aller beaucoup moins larges. Il y a vraiment, à mon avis, une question d'organisation sur la ferme française qui va évoluer. Historiquement, les fermes étaient de plus en plus grosses, on est de plus en plus larges. Est-ce qu'avec le principe des tracteurs autonomes, il y a aussi des discussions, les machines continueront de grandir d'un jour où il y a des grosses contraintes en transport routier, il y a des grosses contraintes mécaniques, du très gros c'est très compliqué à concevoir et à résister. Donc il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Alors la taille de la machine, c'est un sujet qui est débattu. Et si on va plus loin, c'est la question de rentabilité. Aujourd'hui, la ferme française va utiliser un semoir, admettons de 3 mètres sur 250-300 hectares. Le même semoir dans des pays de mes collègues, il va être sur 2-3 000 hectares. Forcément, à la fin, le coût d'implantation n'est pas le même. Donc la ferme française le sait. Aujourd'hui, il y a des choses qui évoluent, mais on est, on va dire, dans les premières étapes de l'évolution. Donc, je disais les robots, c'est vraiment dans un futur, on ne faut pas s'interdire de réflexion là-dessus, mais pour le moment, on est vraiment sur le développement d'outils, donc des prototypes de semoirs ou de coupes de moissonneuses-batteuses. Mais ce qui a permis vraiment de faire ce que vous avez dit, bouger un petit peu les choses, c'est cette envie d'innover chez les agriculteurs, et notamment aussi en lien avec les nouvelles réglementations européennes. Donc, un relais cropping blé-soja permet d'avoir une SIE directement, c'est-à-dire que dès qu'on récolte le blé, le champ est couvert. Alors, c'est bien pour l'agriculteur, c'est bien surtout pour le sol, ça évite l'érosion, on stocke du carbone, on ramène de l'azote avec la légumineuse, et puis on peut ressemer en direct à la récolte du soja qui a bien rasé, on peut semer en direct sans utiliser de glyphosate. Donc en agriculture de conservation des sols, ça permet aussi de faire encore un pas de côté. On a essayé donc de l'agriculture de conservation des sols sans glyphosate avec le relais cropping.
le relais cropping permet aussi, comme on peut biner le blé, puisqu'on le sème tous les 30-40 cm, on peut désherber mécaniquement la céréale d'hiver. Donc finalement, c'est un premier pas aussi peut-être pour une transition vers du conventionnel, vers de l'agriculture biologique. Donc c'est des choses comme ça qui ont tenté certains agriculteurs, et notamment certains sont venus nous voir, comme certaines grandes fermes en Gironde, et qui font du relais cropping de leur propre chef. Alors, juste par rapport à l'évolution, je pense que même sans parler d'agriculture biologique, parce qu'éventuellement il peut y avoir un débat, je pense que c'est surtout une agriculture plus en lien avec la demande sociétale. Aujourd'hui, la ferme française est une ferme qui fonctionne bien, qui en termes d'environnement est quand même montrée comme exemple, même si au niveau des médias ou de la présentation générale, c'est pas forcément la même présentation. Mais ça permettra justement à des exploitations classiques d'aller encore plus loin sur le respect, on va dire, de la nature, sans pour autant aller jusqu'au bio. Mais voilà, ça fait avancer tout le monde. La réduction des intrants. Parce que là, comme c'est mené actuellement, c'est un désherbage chimique de prélevé. Et ensuite, le désherbage est intégralement mécanique. Donc ça permet de réduire l'IFT d'une façon conséquente. Oui. Voilà. Mais c'est possible un pas vers le bio pour les gens qui pensent que c'est pas possible, qui peuvent s'essayer, alors ou pas. Mais voilà, ça permet de déjà pouvoir désherber mécaniquement de l'interrang de façon extrêmement facile. On ne parle pas d'un binage tous les 10 cm, on parle d'un binage de 40 cm, c'est ce que les gens font de façon très classique maintenant. Voilà. Christian. Oui, moi j'avais une question pour François, un mot que vous prononciez tout à l'heure en disant on va limiter les risques parce qu'on a des aléas climatiques, et donc vous utilisez les expériences d'agriculteurs dans une grande diversité de régions. Vous avez utilisé le terme, en gros, la dépendance aux conditions locales qui ne fait qu'augmenter sous pression de changement climatique. En fait, comment vous vous organisez à l'échelle de votre entreprise pour réussir à capitaliser sur toutes ces expériences et donc tous ces travaux avec les agriculteurs? Est-ce que vous avez en fait une forme de on-farm experiment, des approches où en fait on utilise les agriculteurs comme étant des acteurs de l'expérimentation? Qu'est-ce que vous collectez comme données? Comment vous traitez toute cette information-là? Bon, je n'ai pas encore vu Waterstadt parmi les publiants internationaux. Donc, à quand cette étape-là? Je trouve ça absolument passionnant, pour tout vous dire. Alors, Waterstadt, on est assez timide. C'est-à-dire qu'on n'est pas des grands communicants. Généralement, les communications très mondiales, on n'est pas très bon. Par contre, l'idée de Waterstadt, ça a toujours été de concevoir des produits en lien avec la demande des agriculteurs de manière locale. Donc on a une exploitation agricole en Suède, très peu de gens le savent, mais on a une exploitation, on fait nos essais. On a aussi investi depuis l'année dernière dans une exploitation agricole en Allemagne pour procéder à d'autres essais. Donc ça, c'est une partie, on va dire, qui est assez classique, mais notre développement, il est beaucoup plus en partenariat avec des agriculteurs. Si je prends l'exemple du ProSeed, le ProSeed, c'est un développement qui a été fait depuis plusieurs années, avec notamment un exploitant qui se situe en Allemagne, et où en fait il y a eu toute la réflexion sur quels seraient les objectifs de diminuer la densité de semis. Est-ce qu'il y a réellement un intérêt? Est-ce que c'est juste pour dire de transporter moins de big bag au moment des semis? Non, c'est pas vraiment ça. Et donc il y a vraiment un lien fort qui est fait avec les agriculteurs de manière locale et sur les exploitations. L'avantage de ça aussi, c'est que ces retours d'expérience permettent de mettre de côté tout ce qui est aléa d'essai. C'est-à-dire que l'agriculteur connaît sa parcelle, il connaît son itinéraire, il connaît l'historique de sa parcelle. Et ça, quand on veut faire des essais, ça nous permet d'aller directement sur le point qu'on veut vérifier et qu'on veut valider. La densité de semis, descendre la densité de semis, des cas, ça marche très bien, d'autres cas, c'est pas forcément une bonne expérience. Mais ce relationnel et cette volonté d'être au plus près du terrain, c'est vraiment un ADN fort de Waterstadt. Alors, on communique peu. Typiquement, il y a beaucoup d'essais qui ont été faits sur les implantations dans les pays nordiques. Il y a des essais qui ont été faits avec une université suédoise. On a fait des essais notamment qui ont été un petit peu communiqués avec une université hongroise sur des placements de grains. On avait compté 6800 plants de maïs pour savoir s'ils étaient bien implantés, etc., pour aller jusqu'au bout du rendement. Donc il y a vraiment cette volonté, mais c'est assez discret et on est peu communicant là-dessus. Est-ce que vous connaissez le toastage? Un petit peu. Stéphane connaît bien. Est-ce que justement ces pratiques comme ça d'association, ça peut remettre à l'ordre du jour certaines techniques qui étaient anciennes, pas trop développées, et le toastage, c'est une technique qui permet de lutter contre les facteurs antinutritionnels de certaines graines et d'améliorer le rendement donc en alimentation animale? Alors un petit peu, le toastage est un exemple, mais on peut en trouver plein d'autres. Si on revient dans nos associations et dans notre relais cropping, je pense qu'on va revoir des pratiques de tri.
C'est-à-dire qu'on va choisir dans son tri entre, je sais pas, 2 céréales implantées en même temps, le débouché principal, et on va assurer à l'organisme stockeur quelque part une pureté et donc un marché assez classique pour lui, et valoriser le deuxième produit différemment. Le toastage revient à la mode plus pour des questions de volonté d'autonomie des agriculteurs que pour une question purement économique, hein, on ne va pas se leurrer. C'est intéressant économiquement si on a la protéine à un tarif raisonnable, mais ce n'est pas le toastage qui fait fondamentalement la différence. Elle donne un plus. Là où je pense qu'il y a encore du chemin à faire, c'est effectivement sur cette partie récolte et post-récolte, qui est assez peu travaillée quand même. Enfin, nous, on le travaille assez peu, et j'en fais l'aveu, je ne vois pas beaucoup de travaux autour de cette post-récolte. Si on sort de la valorisation alimentation animale, il y a encore un gros chemin à faire dans le fonctionnement, y compris des OS, enfin ça a été dit, mais même au niveau de la production. Je pense que la réponse de Stéphane, elle est extrêmement pertinente. Et ça pose la question en fait de est-ce qu'il peut y avoir une transformation des systèmes de production agricole sans transformation des systèmes de consommation? La réponse, elle est non. Et la bonne nouvelle du moment, c'est qu'on aura un changement climatique, mais on a aussi une transition alimentaire qui est assez marquée et qui va plus vite en fait que ce qu'on avait anticipé, avec une baisse des consommations de produits animaux, une augmentation des consommations de produits végétaux. Et est-ce que ça ouvre en fait des champs nouveaux pour ces cultures en association, ces cultures que l'on met en relais cropping? Et ça pose une autre question que j'avais envie de poser à Sylvain, c'est en fait on fait du relais cropping par exemple avec des variétés de soja que l'on a aujourd'hui qui sont adaptées en fait à la culture pure. Est-ce qu'il y a un besoin d'avoir une forme d'innovation variétale adaptée à ça? Et donc comment, là on travaille avec les constructeurs, mais il y a aussi des semenciers, comment on arrive à anticiper avec ces acteurs-là les variétés dont on va avoir besoin demain? Et dans le cas présent, c'est à la fois des variétés qui vont être adaptées au relais cropping et qui vont être adaptées à une nouvelle demande alimentaire. Et donc, où se créent ces lieux d'interaction selon toi? Oui, on travaille avec les semenciers. Alors, dans le cadre de notre projet, on étudie la résistance à la sécheresse des variétés de soja, notamment parce que sur les 2 premiers mois, il y a une compétition pour l'eau entre la céréale et le soja, et donc il est préférable d'utiliser une variété de soja qui est bien résistante à la sécheresse en début de cycle. On peut aussi irriguer, mais si on peut se passer d'irrigation, c'est quand même beaucoup mieux. Donc pour ça, on étudie, on a pris à peu près les 25 variétés les plus utilisées en France et on a screené un petit peu quels étaient les génotypes les mieux adaptés ou qui consommaient le moins d'eau. Donc là, pour le moment, on est en train de finaliser cette étude. On fait la même chose sur le sorgho, qui est aussi un petit peu en vogue, même si c'est une surface qui est assez minime à l'échelle de la France. Mais c'est peut-être une valeur, ça aurait été une valeur sûre pour cet été, où on a eu très peu d'eau. Le soja est certainement la culture qui s'en est le mieux sortie avec le tournesol, mais encore mieux que le tournesol. Sans irrigation, il y a eu des rendements qui étaient corrects. Alors que sur soja, les sojas non irrigués cette année, ça a été une catastrophe sur tout le sud-ouest de la France par exemple. Donc oui, on fait de la recherche avec les semenciers pour essayer d'identifier des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse. C'est vraiment le début. Les semenciers se sont trop longtemps intéressés à augmenter la productivité. Et là, on est plus à un maintien de productivité dans le cadre d'un stress. Donc c'est comment maintenir un bon rendement lorsqu'il y a un stress, plutôt qu'essayer de chercher une Formule 1 qui va exprimer 4, 5, 6 tonnes de soja dans des très bonnes conditions et qui va s'écrouler complètement lorsqu'il y a une sécheresse, par exemple. François. Oui, alors juste pour rebondir par ça, parce que c'est un mot qu'on utilise, enfin c'est une expression qu'on utilise beaucoup chez nous maintenant, c'est faire mieux avec moins. Donc l'idée, c'est pas d'investir plus, c'est comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les ressources qu'on a, que ce soit en eau, en semences, etc. C'est faire mieux avec moins. C'est exactement ça. Et donc là l'idée, c'est d'aller chercher vraiment dans le potentiel génétique du soja, qui est très sous-étudié, puisque les grosses firmes, malheureusement, le soja, on le sait, c'est pas l'Europe, c'est l'Amérique du Sud et du Nord. Et donc les recherches sont orientées sur les sojas OGM qu'on n'utilise pas du tout en Europe, et il y a très très peu de recherches sur le soja non OGM. Et donc on commence à peine à s'intéresser à ces variétés-là, et notamment la résistance à la sécheresse, comme je l'ai dit, a été complètement laissée de côté par les semenciers qui se sont intéressés vraiment donc, dans les bonnes conditions, comment produire plus. Parce qu'il y avait un intérêt il y a quelques décennies, mais maintenant il faut revoir un petit peu la copie. Est-ce que vous êtes écouté
entendu par les semenciers, hormis le cas peut-être du soja, sur d'autres cultures, sur le sorgho par exemple, ou est-ce que déjà ils ont du mal à fournir les semences, donc ils vous disent, Sylvain, plus tard? Non, ils sont intéressés, mais je ne sais pas s'ils sont convaincus encore. Mais ils sont intéressés, si, ils sont intéressés, on travaille avec eux, oui. Stéphane? Il y a une grande différence pour eux, c'est qu'ils répondent à les clients eux aussi, pour revenir à ma phrase de tout à l'heure, sauf qu'il leur faut une dizaine d'années pour verrouiller une variété. C'est pas la même chose que de concevoir une machine, quoi. La recherche génétique, ça se fait pas sur des temps courts, et je pense qu'ils ont tout intérêt à travailler et à écouter ce qui peut se passer sur le terrain de la recherche, parce que c'est probablement leur production d'ici moins de 10 ans, et j'espère qu'on arrivera à le faire en moins de 10 ans. Mais Christian? les obtenteurs sont quand même très sensibles à ce genre de choses parce que d'abord ils n'ont pas qu'une seule variété dans le pipeline, ils ont dans des tombereaux et donc ils assurent un peu leurs arrières de cette façon-là. Et puis on a remis au niveau du CTPS, du comité technique permanent de la sélection, il y a 1 an, un rapport sur c'est quoi les variétés pour l'agroécologie et qui a fait un peu l'état de tous ces champs des possibles. Et c'était extrêmement intéressant de voir la réaction des obtenteurs qui disaient bah oui, ça fait partie des possibilités et donc il faut réussir à les alimenter. Et donc je pense que c'est vraiment dans les espaces de dialogue où on essaie d'imaginer ce que sont les futurs possibles et pas le futur que se trouvent les espaces, effectivement avec à la fois les constructeurs, avec les sélectionneurs et sans doute avec d'autres logiques, quoi. Et donc le titre en fait c'est peut-être pas l'avenir est-il dans la diversité, mais c'est les avenirs sont-ils dans la diversité des pratiques. Parce qu'il y en a plusieurs, effectivement. J'ai discuté avec un grand PDG d'un groupe donc des agroéquipements, on est ici, on peut en parler ici, et il me disait, c'est un full liner, c'est-à-dire qu'ils font toute la gamme de matériel. Il me disait, vous savez, à un moment donné, dans les réunions, on voit le cas numéro 1, le cas numéro 2, les gros matériels, et puis à la fin, même si ça se chiffre en millions, en centaines de millions, on n'a plus le temps dans la réunion de s'intéresser au dernier cas. Donc il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas le temps de développer et de proposer et de pousser ces types de matériel. Mais pourquoi on attend toujours l'innovation de la part du full liner? Le full liner, il s'adresse à un marché mondial. Donc lui, il recherche le volume, le standard, il met en place une ingénierie et de la R&D lourde. Enfin, il lui faut un volume de vente. Si on parle de plusieurs situations de relais de cropping qui sont aussi un peu différentes de celles de la culture associée et qui sont minoritaires dans un espace qu'est l'Europe, qui lui aussi est minoritaire dans le monde, on ne parle pas de volume de vente monstrueux. Donc on ne peut pas attendre des constructeurs qui vous enclenchent 3 millions de R&D pour 2 matériels vendus par an. Enfin, même s'ils sont suédois. Ils ont besoin au moins de gagner leur vie. Donc ils ne peuvent pas le faire. Il ne faut pas tout attendre d'eux. Non, alors, il faut qu'on gagne notre vie pour développer d'autres machines. Non, alors, trêve de plaisanterie, mais aujourd'hui, si je prends un exemple historique, semer du blé à 15-20 km/h, ça paraît classique pour tout le monde. C'est possible. Il y a 30 ans, quand Waterstad a lancé le rapide, c'était une révolution. Il faut qu'il y ait quelques entreprises qui donnent des nouvelles idées et qui lancent des nouveaux mouvements. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Tous les lancements ne sont pas des succès. Mais je pense que le gros avantage aujourd'hui, au niveau des futurs, c'est qu'on a des systèmes de communication beaucoup plus importants. Donc des nouvelles expériences peuvent être communiquées plus vite et avancer plus vite. Et notre clientèle est aussi, prend plus de risques sur certains essais. Et je pense qu'on va gagner beaucoup de temps par rapport à il y a 20, 25, 30 ans. Donc, moi, je suis très optimiste sur le développement. Après, nos bureaux d'études vont jamais assez vite, c'est sûr. On voudrait que ça aille encore plus vite. Mais voilà, il faut quand même une impulsion au départ pour lancer. Et après, ça bouge vite. Je suis complètement d'accord. Par contre, j'ai la chance d'avoir un micro et une caméra, donc je vais lancer un appel. Je pense qu'on aurait intérêt à imaginer des formats où certains constructeurs qui ont, comme vous, une technologie, une industrie, sont capables de construire 80% du SMOIR, le châssis, le dosage, l'électronique embarquée, la data, et que vous trouviez des partenariats avec des acteurs beaucoup plus petits qui sont capables de vous faire une ligne de SMI alternée, qui sont capables de vous faire des bandes de SMI, du SMI en planche, parce que dans certaines conditions, on va avoir au contraire trop d'eau, donc il vaut mieux travailler en planche, etc. Une diversité que vous ne pouvez pas avoir, enfin peut-être pour Waterstad vous pouvez, mais pour certains très gros full liners, ils ne peuvent pas gérer cette complexité-là. Et je pense qu'on aurait intérêt à avoir des associations de grands groupes avec une force de frappe et une R&D, et de, quelque part, petits artisans qui sont capables de discuter avec la centaine d'agriculteurs qui ont cette problématique locale. Une locale-là. forme d'open innovation qui permet d'associer comme ça. C'est ce que ça impose d'ouvrir. Voilà. Oui. Aujourd'hui, je pense que nos clients sont de plus en plus réceptifs à adapter les solutions qui existent sur le marché. Après, il y a des questions de garantie, il y a aussi d'autres
d'autres critères derrière. Mais si on prend un exemple d'un tempo, un tempo aujourd'hui il est personnalisable par plein d'aspects au niveau des roues de fermeture, des types, enfin il y a plein de choses. Les clients peuvent les personnaliser et le personnalisent. Mais voilà, je pense qu'il y a une évolution sur la manière de voir et de proposer les machines, mais il y a à faire. Mais pour aller dans ce sens-là, il y a aussi une demande, par exemple, de notre part pour cartographier la teneur en matière organique du sol. Donc, installer des capteurs qui mesurent la température, l'humidité, la teneur en matière organique du sol lors du semis, c'est des choses qui peuvent être faites dans des entreprises plus petites, on va dire, et qui peuvent être intégrées chez quasiment tous les constructeurs, puisque tant que le kit s'adapte, par exemple, si tant est qu'il y en existe un qui soit fonctionnel, ça pourrait permettre, notamment si on pense au label bas carbone, de pouvoir regarder l'impact des pratiques sur le stockage du carbone dans les sols. Chaque année, l'agriculteur il sème tous les ans, et tous les ans on a la cartographie tous les 10 cm de la teneur en carbone du sol. Alors que pour le moment on sait faire 3 prélèvements tous les 100 mètres, on ne revient jamais au même endroit et on dit oui, je pense que ça a dû augmenter un petit peu. Donc là il y a des choses à faire clairement dans ce sens-là. Je pousse le curseur encore plus loin. En fait, je pense que si vous ne le faites pas dans les 10 ans à venir, les agriculteurs vont le faire sans vous, en fait. Non, mais c'est vrai. Comme souvent d'ailleurs. Hein, mais oui, mais ils l'ont déjà fait. Enfin, le nombre d'agriculteurs que j'ai vu détourner des machines en se disant, bah attendez, faire un strip till pour faire de la bande fraisée, c'est pas bien compliqué. Je vais mettre un combi-plot, je vais enlever les dents de la fraise rotative qui est derrière. Ils prennent ça sur le parc. Il y en a pour 10 000 €, ils le font. Ça veut dire que maintenant, j'ai un constructeur qui le fait. Il est arrivé un peu tard sur le marché, mais les gens ont voulu le faire, ils l'ont fait. Et en fait, ils le détourneront. Je pense que vous avez même, pas vous, Valerstadt, mais vous, agro-équipementier au sens large, tout intérêt à accepter une part de diversité et à accepter une part d'adaptation et de détournement des matériels. Le seul petit bémol au système, c'est la rentabilité des machines. C'est qu'aujourd'hui, une machine qui va être extrêmement personnalisée aura un certain coût. Et il faudra quand même avoir une certaine surface pour la rentabiliser. Et c'est là où en fait les nouvelles générations, oui, les Cuma, c'est bien, c'est une belle transition. Et je pense que les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes à échanger du matériel, à améliorer leur technique culturelle en ayant une machine à 2-3 personnes, en copropriété ou Cuma, peu importe. Mais voilà, pour dire d'optimiser au maximum l'utilisation de ces machines avec des personnalisations qui sont propres à leur terroir. Oui, les machines modulaires. Enfin, je pense vraiment aux machines modulaires. Après, Cuma, copropriété, entraide, même ETA. Enfin, je ne défends pas une patrie, une nation, hein, mais je raisonne en... voilà, il y a matière à mutualiser. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il manque des fois la force commerciale ou la capacité commerciaux à développer des modèles haut de gamme et des modèles peut-être plus low cost qui répondent à des besoins spécifiques. Je vais parler d'un concurrent à vous, si vous m'en voulez pas. Et il y a un concurrent à vous qui a lancé un semoir, tout ce qu'il y a de plus simple, avec des pignons en plastique, un semoir mécanique, hein, vraiment très très simple, avec des pignons en plastique plutôt que de mettre des pignons en acier comme on faisait il y a 50 ans. Il a du mal à le proposer, à le pousser. Peut-être qu'il aurait intérêt à déléguer justement la commercialisation et la mise au point finale à d'autres. Je sais pas si... Enfin, je ne sais pas comment reprendre cette intervention. C'est-à-dire que pour moi, l'innovation, elle ne doit pas arriver de l'artisan qui va adapter le matériel en fait. Quand je dis il faut accepter d'hybrider un petit peu des grands groupes et des petits artisans, je mets l'agriculteur au centre. Ce que l'on a à la marge, hein, pas toujours fait, mais ce que l'on cherche aussi à développer dans le réseau Cuma, c'est que les agriculteurs clarifient le besoin qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils disent oui, je veux faire du relais cropping. Ok, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Je veux pouvoir semer en bande de 25 cm, une partie en monograine, une partie semi en ligne, je veux pouvoir faire ci comme ça. Et ensuite d'aller voir des gens qui sont dans la construction et la conception mécanique. Et de leur dire, moi ce que je veux, c'est une machine qui fait ceci, comme ça, à tel débit, à telle vitesse. Il faut rentrer dans une logique de cahier des charges et aller voir des artisans. C'est pas à l'artisan de concevoir la machine pour l'agriculteur, c'est à l'agriculteur de s'exprimer auprès d'un industriel de la mécanique ou d'un artisan de la mécanique. François, il faut bien tenir le micro vers le haut, voilà, sinon ça fait des... Alors, on pourrait en débattre pendant des heures, sauf qu'on est arrivé au terme de cette émission, mais je vais quand même laisser la parole à Frédéric pour dire, je suis agriculteur, je veux faire évoluer mes pratiques, les conseils, les prudences, la vigilance, les points de vigilance, ça serait quoi ? La vigilance, c'est que diversification, ça veut dire que c'est contextualisé. Donc on s'adapte vraiment au contexte, que ce soit pédoclimatique, mais aussi on pense bien aux débouchés. Et si on n'a pas vraiment les semences, on fait des essais avant. On peut de temps en temps récupérer des semences qui viennent d'ailleurs, mais c'est pas la première année, il ne faudra pas espérer non plus des miracles. Et ce qu'il faut dire aussi en diversification, c'est qu'on apprend aussi de ce qui ne marche pas. Et ce qui ne fonctionne pas, comme l'a dit M. Doisy, c'est aussi une information pour la suite.
mais il ne faut pas se décourager, Bon. c'est sûr. Ce sera là-dessus qu'on terminera cette émission. Madame, merci, messieurs, merci d'être ici. Merci et puis beaucoup. surtout, Merci merci à à toi. vous. Merci.